Annonce de notre commanditaire Fermentis, votre fabricant de levure sèche active, qui modernise son outil de production pour vous proposer une qualité de produit encore supérieure. Contrôle de qualité supplémentaire, ouverture facile, nouveaux emballages avec des codes QR uniques pour améliorer la traçabilité des produits, de nombreuses nouveautés pour toujours mieux répondre. Allô tout le monde, bienvenue à un podcast. Salut. C'est JP, JP c'est le co-animateur du podcast et puis quand il est là, il fait tout le temps une belle petite musique d'intro justement. C'est l'intro du podcast qu'il fait à sa façon, donc vous êtes choyés de l'entendre. JP, content que tu sois là. C'est moi qui ai choisi de ne pas m'entendre. Coucou! Allô! Hey, t'as une belle surprise aujourd'hui Oui, parce que avant hier, je savais pas que on faisait le podcast ensemble. hey, sais-tu quoi? Avant hier, Quoi? je savais pas qu'on faisait un podcast. Yes! Santé! Hey, on est avec qui aujourd'hui? On est avec Inomalt, et puis on va commencer par toi, puis on va te laisser présenter tout le monde. Oui. Je suis Raphaël Sanguira, je suis un des cofondateurs d'Inomalt avec Pascal Vien. On a fondé ça à Sherbrooke en 2014. Puis maintenant, on est rendu à Bécancour avec une plus grosse installation. On a avec nous autres Eva, qui s'occupe marketing communication. Puis on a Sylvain aussi, qui est au développement des affaires. Nouvelle recrue, c'est ça que j'ai entendu. Sylvain est nouveau dans l'industrie. Jamais été dans l'industrie. Puis il connaît Je l'avais jamais vu avant aujourd'hui. Première journée. Là. Commencé, t'as dit 2014. Ouais. Les débuts de ça, l'idée derrière ça, qu'est-ce qui t'a amené là? Tu sais? Ouais. Ça drive-là? Ben, à la base, là, moi, je suis un grand fan de whisky. Je voulais partir d'une distillerie. En fait, je voulais faire du single malt. Un peu qui est comme le saint graal de toutes les distilleries là, en ce moment. Fait que pendant que je faisais mes études doctorales à l'Université de Sherbrooke, j'ai commencé à bâtir un plan d'affaires. Puis là, on regardait tout ça, puis on a regardé le développement économique, puis on voulait partir à la distillerie, puis tout. Puis quand on regardait au niveau des ingrédients, on n'était pas capable de les avoir. Fait qu'on s'est dit, on va faire aussi le volet maltage. Puis quand j'ai regardé tous les morceaux un à la suite de l'autre, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup mieux formé pour le volet malterie que pour le reste des opérations. Okay. Fait qu'on a commencé par la malterie, qui était au début à être supposé juste une manière de partir à la distillerie, puis finalement, on n'a fait que du maltage depuis ce temps-là. Là. Fait qu'on a commencé avec une petite usine à Sherbrooke, plus artisanale, puis là, tu l'as visité avec nous autres encore. Des systèmes qui sont plus automatisés, plus gros à Bécancour. Là. C'est quand même très... ça fait combien de temps tu disais que c'est fait-il là? Pour partir de ce projet-là, dans le fond, on a démarré Sherbrooke, on a opéré Sherbrooke. Après ça, il fallait trouver du monde pour nous aider à financer le projet. C'est la portion qui a probablement été la plus longue. Okay. Fait qu'on s'est associé avec essentiellement des agriculteurs, c'est des coops agricoles qui ont financé le projet. Après ça, on a toutes les rondes de financement avec les banques, etc., pour éventuellement pouvoir partir notre projet. Okay. Mais sans coop agricole, il n'y aurait pas de projet ici, à Bécancour. OK. J'ai aimé l'idée de venir jaser, justement, je me suis souvent posé des questions sur le malt et on n'a jamais vraiment parlé, puis on n'a jamais su comme pourquoi, puis qu'est-ce qu'il y en a en arrière à part juste c'est une céréale qui est dans la bière. Mais aussi, c'est parce que j'ai vu que il y avait eu quelques visites d'usines, justement, qui se passaient, je vais dire n'importe quoi, peut-être au mois ou 2 mois, puis il y avait des brasseurs qui venaient, puis tout. Puis c'est comme, il me semble que c'est eux le montrent où ils show off à leur clientèle ou quoi que ce soit. C'est sûr que quelqu'un, quelque part, se pose des questions sur hey, qu'est-ce qui se passe là-bas, pourquoi ils vont là, puis qu'est-ce qui fait qu'un brasseur vient visiter, qu'est-ce qu'il va aller chercher ou qu'est-ce que ça va y amener plus ou que juste commander le grain qu'il veut. Tu sais, comme, je sais qu'il y a une recherche en arrière, mais qu'est-ce que ça amènerait à de plus? Le grain, là, c'est comme le mal-aimé de la bière. On le prend beaucoup pour acquis, contrairement, par exemple, à la levure ou au blond. Maintenant, le levure? Parce que c'est assez récent aussi. Oui, mais tu sais, quand on parle, mettons, au début, là,
la micro au Québec, puis ça fait quand même longtemps à ce temps qu'on roule notre boss, mais quand tu regardais, on avait beaucoup de bières belges, avec Charlevoix qui fait beaucoup de bières belges, mais Unibrou. Ah oui, c'est vrai, ils font des bières belges. Mais c'est très, très belge comme style. C'est très, très, très lever. On parle pas beaucoup du grain. Pourtant, le grain, c'est la base de ta bière. T'sais. Si tu as une fermentation dans ta bière, puis tu as une lever qui se propage, c'est parce que tu as du grain en arrière, parce qu'il y a suffisamment de fans là, dans des bières tout grain pour être capable de fermenter complètement. C'est un inside. fait que tu sais, c'est un peu comme le mal-aimé. Puis, dans certaines brasseries plus grosses, on considère ça vraiment comme étant de la commodité, tu sais. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de brasseurs, en fait, qui connaissent pas assez les maltes pour être capable de lire un COA, par exemple, ou un TDS, puis être capable de s'enligner avec ça. Je sais, il y en a qui le font, là. Quand j'étais jeune brasseur, je me souviens d'avoir entendu parler de Jean-François Gravel, de ça, qui lisait, puis chez Dutil, pour être capable d'ajuster ses recettes tout le temps. J'ai tout le temps trouvé ça extraordinaire. Quand j'étais un jeune brasseur, j'étais émerveillé par ce qu'il faisait. Il est encore un excellent brasseur de toute façon. Mais c'est un truc que j'ai l'impression qu'ils connaissent moins, puis on dirait que quand on ne s'y connaît pas, hein, en tant qu'être humain, on n'a pas tendance à y aller. Puis les houblons, j'ai l'impression que c'est plus c'est comme un ajout d'arôme, fait que c'était plus facile de les jouer sur les houblons, puis les acides alpha. Après ça, que les autres huiles, c'est pas tout le monde qui les connaît non plus. Mais j'ai l'impression que c'est pour ça que le houblon a rapidement pris de la place dans les discussions dans l'industrie. Les levures, bon, maintenant, on en parle beaucoup plus maintenant, mais il n'y a pas longtemps, on n'y connaissait rien, fait qu'on n'en parlait pas même. Je pense que ça marche, c'est un peu ça. C'est tout ça? Ben, ça se peut, parce qu'effectivement, c'est de la biochimie métabolique, fait que les COA sont difficiles à lire à la base, tu sais. Fait que, oui, il y a ça, puis pour beaucoup de monde aussi, tu sais, on recule, mettons, de 5 ou 10 ans, on avait beaucoup de bières irlandaises aussi, où le malt qui était présent dans ta bière, c'était surtout des maltes de spécialité qui étaient fortement sucrés, puis qui étaient très colorés. Fait que pour beaucoup de monde, le malt, c'est ça, c'est ces gros arômes-là. C'est ce qui fait que tu as une stout au lieu d'une pilsner. C'est pas vrai, il y a des subtilités en arrière de ça. Puis il y a beaucoup de texture aussi, d'apparence de ta bière qui vient du grain. Mais, comme je dis, c'est un peu un mal-aimé. On le prend pour acquis. Puis on a aussi des maltes qui ont évolué beaucoup dans le temps pour rendre la chose beaucoup plus simple à être utilisée. Fait que c'est un peu plate parce que c'est le backbone de ta bière. Fait que c'est à partir de ça que tu travailles. Mais oui, il y a beaucoup de visites. On fait des visites une fois par mois, puis les gens réalisent qu'il y a énormément de travail qui est fait sur le grain avant d'arriver à la brasserie. Fait que ça, c'est le fun, mais ça fait partie de l'éducation qu'on fait. T'sais. Puis partie des visites, l'éducation, est-ce que c'est là que tu rentres aussi un peu en ligne de compte? Exactement. Nous, c'est au niveau des réseaux sociaux aussi. Puis, on travaille étroitement aussi avec Baron Mag aussi, là, puis avec les infolettes, tout ça. Mais, on était à un événement le 24 avril, puis j'ai parlé avec plusieurs brasseurs qui étaient là, des brasseuses, vu que c'était un événement plus féminin. Puis, ils nous mentionnaient là, beaucoup qui étaient intéressés à venir aux visites. Je pense que ça, au niveau... C'est à chaque mois qu'on fait ça. Puis, on réalise pas l'impact que ça fait. Que les gens sont autant surpris de toutes les étapes qu'il y a pour en venir au produit final. Là. Fait que... Oui, comme ça, ils sacrent après une poche, puis ils savent maintenant c'est quoi exactement, tu sais, tout le processus, quand même. Voyons, et où le calvaire, ça rouge déjà. Puis pourquoi? C'est qui tricote ces sacs-là? Ça, c'est une couturière. C'est une couturière automatique. Une couturière engagée. Ah, tu n'as pas engagée. Mais on avait fait une vidéo à l'époque spécifiquement pour montrer comment ouvrir les poches, puis ça fonctionne aussi, ces poches de patates. Ah, chez nous, c'est toujours moi qui ouvre les poches de patates. Est-ce que tu fais toujours check, check, check? C'est à peu près comme ça. À peu près comme ça. Ouais, j'aime ça. C'est une technique. C'est le fun parce qu'en plus, ça m'a tout fait rire aussi. Ta brasseur, maintenant, t'en ouvres beaucoup. Là, tu fais juste ça, ouvrir les sacs de pâte. Puis il y a un sens à couture, hein, dépendamment de la compagnie. Il y en a des fois qui sont à gauche, il y en a d'autres qui sont à droite. Principalement en Europe, ils sont au bord, en fait, comparativement en Amérique. Vous autres, vous êtes comme en Amérique ou comme en à l'opposé de l'étiquette, j'ai aucune idée. T'as-tu une flèche? Je me souviens plus des sacs. Non, on est à l'opposé de l'étiquette. Fait que normalement, si ton étiquette est ici, puis la poche est devant moi, si ton étiquette est ici, il faut que tu ouvres de ce côté-là. Fait que t'as pas pensé? Ah, c'est parce que c'est un sac qui a le même. Mais nous, on a deux fils, on a deux couleurs de fil. Hein. Okay. Ça facilite la job. Fait qu'il faut toujours que tu réussisses à sortir le fil de la loupe. Le fil de couleur. Le fil blanc.
Le fil blanc. Fil blanc ou fil de couleur? Faudrait que j'aille voir. Théorie. C'est un mystère. Tant que le fil sort de la loupe. Hey, là, mais des cols comme ça, Mhm. je m'y attendais pas. aujourd'hui. Ah, c'est pour ça qu'on t'a pas préparé aux questions. Ça, c'était vraiment. Hey, t'as bien fait, man. Ça fait une semaine qu'on la prépare. Surtout qu'on le Fait savait que, hier. Oui, c'est mais on va changer. Là. On veut mettre des quick open sur nos poches. Il y a des avantages et des inconvénients. C'est facile pour le brasseur d'ouvrir. L'inconvénient, c'est que des fois, il y a des poches que le quick open il ouvre Ah, ouais. dans le déplacement. Ouais. Ah ouais? Fait que, mais c'est ça. Petit nouveau? Oui. Petit nouveau. Mais j'aime ça parce qu'on faisait la visite puis t'avais aussi plein de questions. Fait que c'est le fun. Oui. Ou J'ai c'était juste souvent une plein de parure que tu questions voulais pour qu'on beaucoup apprenne? de choses, non, c'est sûr. Non, en fait, je me suis pas mal réfréné. J'avais beaucoup plus de questions, mais Ah oui? je vous ai laissé aller. Mais c'est toujours intéressant de visiter des malteries parce que c'est un peu comme des grosses machines ou des monstres peut-être mécaniques un petit peu. C'est des grands volumes, des grands silos, beaucoup de ferraille, etc., etc. Et finalement, c'est assez tout simple, c'est assez simple au niveau des processus, on va pouvoir en revenir, mais c'est assez impressionnant de voir cette arrivée en vrac, en masse d'une céréale que l'on modifie pour faire en sorte qu'elle soit parfaitement adaptable au procédé actuel de brassage. Puis là où c'est le fun, c'est de travailler au niveau de la diversité aussi de la gamme de produits et faire des produits différents, encore une fois, pour donner un peu plus d'outils aux différents brasseurs pour s'amuser avec finalement. Donc on parlait tout à l'heure des ingrédients, donc oui, il y a la levure, le houblon, le malt, tous les céréales de façon générale et l'eau. Et bon, mis à part l'eau peut-être, c'est tout ça, c'est toutes sortes d'outils ou de jeux pour le brasseur avec lesquels jouer avec. Donc c'est un peu ça l'objectif aussi quand on est producteur, c'est donner les meilleurs outils possibles. Donc il y a beaucoup de recherche et développement qui est fait en arrière. Et ce dont tu parlais, la petite couture sur le sac, c'est sûr que c'est quelque chose Tous les détails. ouais, Tous les ouais. détails comptent. Puis ça, c'est un classique en brasserie, effectivement. Ouvrir En les effet, sacs. le sac, c'est un petit. Mais j'aimais ça de voir émerveiller puis questionner puis tout. J'aimais ça, c'est là. Quelqu'un qui il a un job, il est passionné en plus, puis à vouloir savoir plus, puis c'est le fun. Puis est-ce que, je sais, là, je vais te faire répéter, mais est-ce que tu peux juste redire un peu les étapes vite de ce qu'on a vu? Oui. Mais en fait, tu sais, ce qui est important de comprendre, là, c'est, tu sais, quand on part avec un grain qui est ce qu'on appelle un grain cru, là, qui sort du champ, là, c'est que le grain a travaillé très fort pour protéger ses sucres de la fermentation. Essentiellement, là, c'est ça qui fait dans... Fait qu'on part avec des sucres qui sont vraiment tissés relativement serrés. L'objectif du maltage, c'est de détisser ces sucres-là pour les rendre éventuellement accessibles à la levure. Là, il y a des enzymes impliquées, il y a un paquet d'affaires, mais le gros du travail, c'est de rendre ces sucres-là accessibles à la levure. La levure est paresseuse, en général, comme JP. Sauf moi. Fait que la levure va avoir tendance à manger des sucres qui sont coupés en petits morceaux, fait que ce qu'on appelle des sucres simples. Fait que le travail du maltage, c'est d'utiliser l'embryon et les enzymes pour libérer ces sucres-là. Fait que pour faire ça, on utilise ce qui est déjà présent à l'intérieur du grain. Fait qu'on va essentiellement augmenter l'humidité à l'intérieur de la céréale pour que l'embryon se développe. Puis lui va libérer ses hormones et ses enzymes pour sortir les sucres des structures. Puis, essentiellement, on va tremper le grain dans l'eau. Pour le faire germer Pour volontairement. le faire germer, c'est ça. On va le laisser germer pendant un certain nombre de jours. Puis à la fin de tout ça, quand on a atteint nos métriques biochimiques, là, on va le sécher, on va le cuire, puis on va pouvoir donner des saveurs. Avant la cuisson, en fait, c'est un peu le même principe biologique que le grain ferait naturellement. C'est juste que toi, tu l'optimises, puis tu le fais physico-chimiquement, en fait. Oui, c'est un peu la même chose. C'est juste qu'on va le contrôler pour être certain qu'il y a des choses qui ne fassent pas. OK? Fait que... Il y a des choses qu'on veut ça, il n'y a pas de trouble. Il y a des choses qu'on ne veut pas que le grain fasse pendant le processus de germination. Fait qu'on va contrôler un paquet de paramètres pour être capable de faire ça. Pour être sûr qu'il y ait suffisamment de femmes dans la bière. Je suis fan. C'est quoi en plus ça, des fans? Des femmes, c'est... Free amino nitrogen. Free amino acid nitrogen. Fait que c'est des acides aminés. Okay. Dans le fond, quand le grain, là, il sert à amener des sucres pour faire l'alcool, mais il sert aussi à apporter des protéines puis des acides aminés pour supporter ta fermentation. OK. Fait que le grain, ce qu'il apporte, c'est tout ce qu'il faut pour que la levure se développe.
Puis, un peu à l'image des sucres, les protéines qui sont des espèces de petites billes perlées Ah, c'est- à l'intérieur de ton grain doivent être coupés en petits morceaux Ok. pour que les levures puissent les consommer. Fait que les free amino nitrogens, c'est ces longues chaînes de protéines-là qu'on a coupées avec t'en as des besoin ciseaux dans tout ce qui est, moléculaires. Oui, absolument, absolument. besoin à besoin de certains fans. niveaux. On a besoin de Ouais. fans. Bien Ouais, important, toujours. les femmes. Je pense On a besoin de certains niveaux. Surtout en fait, dans c'est ça. les séries à Montréal. en ce moment. Ce qui est intéressant, c'est que dans la bière, pour la majorité des brasseurs qui vont faire des bières normales avec du grain à 100% dans leur recette et non pas plein d'autres céréales peut-être non maltées ou avec beaucoup de sucre ajouté comme certaines bières belges par exemple ou comme Ou ce candy, par exemple. du candy ou du high gravity brewing comme on voit mais aux États-Unis beaucoup. Vu ton grain va t'apporter assez de ces nutriments-là, en fait, pour réaliser ta fermentation comme il faut. Tu n'as pas besoin d'en ajouter. Mais tu sais, quand on va dans le vin, par exemple, dans le cidre, où là, tu vas travailler avec des sucres simples à presque 100%, et tu n'auras pas beaucoup dans le cidre, dans le vin, on utilise un autre terme, on utilise le YAN pour parler de ce genre de nutriments-là. Tu n'en as presque pas. Là, tu es obligé d'en supplémenter, en fait, pour être capable d'obtenir une fermentation qui va bien, qui se déroule sans création de faux goût, puis qui va jusqu'à la fin aussi. Dans la bière, nécessairement, généralement, tu n'en as pas besoin. Ouais, Ok. à cause du backbone de grain Ok. qui est en arrière, qui est beaucoup plus complet. Tu sais. C'est pas, non, c'est pas vrai, là, mais tu sais, de l'expression, dans une bière, tu as un steak. Là. Ouais. Ben, c'est que tu en as des protéines là-dedans. C'est pour ça. C'est beaucoup plus riche comparativement au cidre, qui, effectivement, c'est juste... Le jus de pomme, c'est de l'eau avec du sucre. Mhm. Une coupe de sels minéraux, mais principalement, c'est ça. Tu sais. Puis les grains que tu vas recevoir, tantôt, il y a deux grains que tu reçois. Oui, Ici. ouais. Deux sortes de grains. Deux sortes de grains, excuse-moi, ouais, que tu reçois. Puis, est-ce que, justement, au moment où tu veux le faire germer, est-ce que c'est différent des deux grains ou c'est différent toujours, peu importe d'où il vient, de la base que tu vas recevoir? C'est différent, peu importe d'où Dans il tous vient. les... OK. Ouais. Fait que tu as vraiment une variabilité dans le grain qui est à l'intérieur du même champ. Fait qu'un champ, par exemple, qui a des vallons, va avoir des grains qui vont être plus ou moins développés en fonction Ok, des ouais. vallons à l'intérieur du Ouais. champ. Fait que tu as une agronomie naturelle qui fait que tu peux avoir une variabilité à l'intérieur même d'un champ. Puis après ça, tu peux avoir deux voisins côte à côte qui vont traiter leur champ différemment, qui vont donner une personnalité à chacun de ces grains-là. OK. Fait que ça, c'est important. Nous, on fait les tests en amont pour être capable de s'ajuster à chacun de ces champs-là. Puis, tu sais, quand on dit des fois le procédé va plus lentement, il va plus rapidement, mais c'est en fonction de cette personnalité du grain-là qui va varier d'un champ à l'autre, d'un producteur à l'autre, des fois d'un vallon à l'autre dans un même... Fait que c'est toi qui vas voir les clients ou c'est eux qui vont venir te voir? Mettons, ils vont dire, nous, on a quelque chose à te vendre, puis là, toi, tu vas aller voir qu'est-ce qu'ils ont pour Non, voir si... On il y a un émet travail à des faire. contrats. L'ordre de brasserie, c'est compliqué, là, fait qu'on émet des contrats en début de saison. OK. Les producteurs vont faire pousser le grain, ils vont nous envoyer ces échantillons-là. Là, on va attester de la qualité de ces produits-là. Puis au fur et à mesure que l'année avance, dans le fond, on va comme à ce temps-ci de l'année, on va redemander des échantillons aux producteurs avant de remalter. Ça, OK. c'est pas mon bout, là. Non, mais c'est C'est pas un one-man show. là. Non, Mais- j'imagine, mais c'est correct, depuis tantôt, tu dis, on a j'imagine une équipe, là. Il y a du monde. Là. il y en a deux autres, mais c'est Oui. pas eux autres non plus, fait que c'est pas... C'est ça, c'est Oui, pas... mon expertise, là. Hmm? C'est moi. Aller dans le champ, puis faire des Non, vidéos, non, c'est puis ça, tout, c'est moins, c'est mettre les grains. Non, Mais- c'est ça. Mais j'aime ça, savoir aussi, quand tu l'as reçu, tu nous as montré, il y avait comme 5 paliers de... Qu'est-ce que tu voulais montrer? Ouais, j'ai vu. Que c'était pas la même. En tout cas, bref. Oui, on a changé de bière. On peut le dire, hein, on a commencé par Sherbrooke, je trouvais ça cool que ce soit du ciboire. Fait que la première, c'était On a Check Mon commencé Bike. par une... Ouais, check mon bike. Pilsner houblonné. Ouais. Puis Ouais. là, on est avec Là, on est avec Joseph. une ouais. Zvetli. Specialny. Ah ouais, c'est ça. OK. J'ai juste pris la première qui était là, qui n'était pas la rousse. En fait, c'est même que j'ai décidé, c'était ce qu'on boit. Voilà. Mais oui. Mais oui, quand tu disais c'est 5 paliers, fait que, tu sais, jusqu'à les gens aient une idée que tu le reçois, puis c'est pas tout de suite prêt à... Il y a travailler il y a avec, beaucoup là. de travail. Ouais. La plupart, mettons, de la réaction des brasseurs qui viennent ici, c'est qu'ils ne réalisent pas la quantité de travail en amont pour être Mhm. capable de produire le malt. Ça, c'est la Exactement. première Ouais. affaire. Ils ne réalisent pas que avant que cette poche-là elle arrive chez vous puis que le grain soit prêt à l'utilisation, pour que ça fasse de la bière, à quel point il y a du travail en amont. Tu sais. Mhm.
Fait que ça, déjà, à la base, quand on parle d'un ingrédient où les gens assument que c'est quasiment une commodité et qu'il n'y a pas de différence d'un grain à l'autre ou d'un champ à l'autre, c'est déjà gagné pour nous autres, dans le fond. Les gens réalisent qu'il y a du monde qui travaille. Est-ce que c'est beaucoup plus de travail faire, par exemple, on n'arrête pas de dire malte depuis tantôt, mais principalement, on va utiliser du malte d'orge, malter de l'orge, mais tu vas aussi malter du blé ici. Est-ce que c'est différent en termes de quantité de travail ou c'est plus facile une céréale plus que l'autre dans ces deux-là? Non, le travail est similaire. Les processus ne sont pas les mêmes. Mettons, les objectifs biochimiques ne sont pas les mêmes, mais à la fin, ça reste le même système. C'est comme on a parlé tantôt, une des choses qui est compliquée, c'est quand la masse de ton grain change, la masse volumique de ton grain. Fait que ça, c'était compliqué. C'est toujours compliqué d'ajuster la vitesse de tes convoyeurs. Fait que ça, c'était problématique. Mais dans le processus en soi, là, c'est similaire. Pourquoi c'est principalement de l'orge et du blé qu'on malte en général? Je sais que on peut trouver du seigle malté. De nos jours, on est même capable de trouver du maïs malté, du riz malté, du sarrasin malté. Oui, sarrasin malté. Je sais de l'avoine, c'est pas facile à malter pour différentes raisons. Je sais bien qu'il y a une question de volume là, aussi, là, mais c'est normal de commencer avec de l'orge puis aller vers le blé aussi. À part le volume, qu'est-ce qui t'empêcherait d'aller dans d'autres céréales? Rien. Okay. Rien, à part les volumes. Puis à répondre à ta question, pourquoi est-ce que c'est l'orge principalement qu'on utilise? Dans d'autres cas, c'est du blé. Il y a une raison historique dans des secteurs comme les secteurs de l'Allemagne où il y a beaucoup de bières de blé, c'est parce qu'on produisait beaucoup de blé, ça ne coûtait pas cher. La raison pourquoi on fait beaucoup de whisky dry au Canada, c'est parce qu'on produisait beaucoup de dry, du seigle, excusez. C'était pas cher. Puis l'orge, c'est la seule céréale qui a été développée spécifiquement pour le maltage. Fait que c'est la céréale qui contient le plus d'enzymes, que les enzymes vont être thermosensibles, qui ne seront pas thermosensibles, c'est-à-dire qu'ils vont supporter le processus de brassage plus facilement. Fait que là, tu vas être capable de monter à 66, 68, de maintenir ta température pendant le processus de brassage longtemps. Fait que ça, il y a des sélections qui ont été faites sur ces orges-là pendant des années, ce qui n'est pas le cas du blé, etc. Puis il y a certaines des céréales qui vont produire des saponines. Là. Ça, c'est un peu, les gens vont manger des graines de lin, entre autres, parce que ça produit une espèce de glu pour les saponines, puis ça facilite la digestion. Ben moi, ces glus-là, dans le système ici, c'est pas le fun. Fait que toutes les céréales qui créent des saponines, c'est un peu plus difficile à traiter. Mais ici, on serait capable de faire tout ça. C'est pas un enjeu, mais à la fin de la journée, pour nous autres, c'est vraiment le volume. Si on a un marché, c'est plate, là, parce que c'est des données commerciales. Mais si, au niveau du seigle, j'en vendrais 10 tonnes par année, puis que ma batch, c'est 35 tonnes, ben le 10 tonnes, il ne roulera pas beaucoup. Fait qu'à ce moment-là, ben, on est obligé de laisser ces céréales-là à d'autres. Puis l'avoine maltée, c'est quand même un cas intéressant, non? C'est pas facile, l'avoine. Ouais, on a fait des tests, nous, puis moi, j'ai eu... Le problème, c'est que dans l'orge, on a des contrôles de qualité au niveau des champignons et ces affaires-là pour être capable de les mesurer et de s'assurer que la qualité, l'innocuité aussi du produit est correcte. Dans l'avoine, par rapport au test que nous, on a fait, le produit est très, très bien sorti. Il était super beau. Mais visuellement, je voyais trop de choses pousser qui m'inquiétaient. Fait que j'ai décidé de laisser tomber. C'est pas parce qu'on n'a pas la capacité de la faire, c'est plus parce qu'au niveau de la sélection, je considérais que j'avais pas les outils qu'il fallait, moi, pour choisir les bons lots d'avoine. Fait qu'on a plus laissé tomber. C'est un projet qu'on devrait réactiver là, dans les prochains mois, mais ça va prendre des gens qui vont se dédier ici à l'interne pour aller chercher cet approvisionnement-là. C'est ça qui va être compliqué au niveau de l'avoine, c'est l'approvisionnement. C'est vraiment l'approvisionnement. Okay. Mais je sais aussi qu'il y a quand même une technique de maltage qui est différente, c'est ça? Ça se travaille pas pareil. Oui, c'est ça. Ça se travaille pas pareil. Tu peux développer, je me souviens pas, c'est pas des toxines que tu peux développer si tu le fais pas comme il faut? Oui, c'est ça. Hein? C'est pour ça que nous, on a laissé tomber. On avait peur de développer des toxines. Fait que, mais ça se peut, ça peut se faire, là. C'est pas un enjeu, c'est juste qu'il faut passer pas mal de temps au niveau de la sélection de la céréale. Fait que, ouais. Fait que souvent, c'est ça, c'est toi qui sélectionnes. J'essaie de penser pour faire le lien avec
tout ce qu'on voit des brasseurs qui vont sélectionner des houblons, comme tu verrais pas des brasseurs qui viennent ici sélectionner le grain. Non. C'est ça. Toi, Non. tu vas sélectionner le grain pour... Ben, oui, C'est on le fait. Le OK? chemin... Ouais, c'est ça. Attends une minute, là, parce qu'on le fait. Ouais. Fait qu'on va avoir des brasseurs qui vont me dire, par exemple, moi, je veux du grain pour ma brasserie qui vient de mon secteur. Fait que si vous êtes passé dans l'entrepôt, tantôt, il y avait des stickers avec le logo de l'Albion. L'Albion a fait des batchs de grains pour eux autres avec de la céréale qui vient littéralement du rang en arrière d'où est-ce qu'il y a la brasserie Sainte-Élisabeth. Fait que ça, on le fait dans certains cas. Des fois, c'est du grain des régions en particulier. Fait qu'une brasserie, par exemple, qui est au Témiscamingue, pourrait nous demander, quand tu as du grain du Témiscamingue, mal-disant plus, mets-moi ça de côté. Puis moi, je vais acheter ton grain qui vient du Témiscamingue parce que moi, je veux un approvisionnement qui est plus local. Fait que ça, on va le faire aussi. Ou des fermes brassicoles, présent? Des fermes brassicoles. Il y en a. Toujours il faut que le grain classe. On ne transformera pas un grain qui n'est pas bon. On n'essaiera pas de faire un bon malt avec un grain qui n'est pas bon. Tu peux toujours faire un mauvais malt avec un bon grain, mais un bon malt avec un mauvais grain, ça tu peux pas. Puis admettons, c'est toi qui vont appeler pour les aider à avoir un meilleur grain? Ou... Souvent, ce qu'on va faire, c'est que c'est nous qui va contacter l'agriculteur. Ou on va travailler avec des agriculteurs dans son coin, puis là, on va sélectionner un gars ou un autre. Je dis un gars parce que majoritairement, dans l'agricole, c'est des gars. Fait que c'est un peu comme ça qu'on peut fonctionner dans ces volets-là. Mais ça serait ça les sélections, en fait. Ouais, parce que la différence, mettons, avec le vin, vu qu'on a parlé du vin, c'est que si tu as 9 années où est-ce que ton vin est comme correct, c'est du vin, puis ta bonne année, tu vas appeler ça un grand cru, tu sais. Mais dans l'orge, on ne peut pas faire ça. Un grand orge. Un grand orge. Les consommateurs de bière s'attendent à ce que la bière... Une grande orge. Les consommateurs de bière s'attendent à ce que la bière soit stable dans le temps, tu sais. Fait que... sauf certaines brasseries qui vont... justement des fermes brassicoles. Moi, j'ai vu ça dans certaines brasseries en Ontario, entre autres, où là, ils vont expliquer aux consommateurs que le malt est fait avec leur grain, qu'il y a un millésime. En fait, ils vont mettre des millésimes sur les canettes en fonction de la variabilité de leur grain. Ce qui donne une personnalité à la brasserie. Ça annonce qu'il n'y a pas une stabilité, mais que... Ça ne sera jamais la même chose d'un année à l'autre. Ouais, c'est ça. Ils le disent volontairement. Ce que je trouve vraiment cool. Et il y a un effet terroir aussi. Oui, aussi. C'est pas juste l'année qui va être dépendant de la saison, donc au niveau plus climat, mais aussi le terroir au niveau de la terre en tant que telle, et effectivement le climat qui interagit avec. Non, c'est vraiment le fun. C'est intéressant. Et c'est pour ça que le même cultivar dans l'est du Canada ne va pas donner le même grain que dans l'ouest du Canada, comme on en parlait un peu plus tôt aujourd'hui. Exact. Puis tu sais, c'est pas les mêmes variétés qui sont semées dans les deux secteurs. Puis le terroir fait qu'on n'a pas non plus une même variété. C'est correct. Une même variété, mettons, ne performera pas de la même manière dans les deux climats. Puis, quand on regarde, généralement, mettons, les métriques biochimiques de l'orge de l'Ouest et de l'orge de l'Est ne seront pas tout à fait les mêmes. Parce qu'ils ne sont pas exposés au même climat, mais le terroir a vraiment un impact important sur la céréale. Vous sélectionnez du grain, c'est sûr que ça a un grand enjeu sur la qualité. C'est quoi pour Inomalt la qualité d'une malterie? Puis en deuxième, puis c'est quoi qu'Inomalt fait de différent dans le marché? Dans le marché, c'est parfait. C'est des très, très bonnes questions. Tu lui envoies des questions ou quoi? Non. C'est arrangé avec le gars des vues? C'est arrangé avec le gars des vues, c'est ça. C'est le gars des vues. La première affaire, c'est quand que tu travailles avec des très, très grandes malteries, tu travailles avec des produits de commodité. L'objectif, c'est de faire des produits qui sont vraiment pas chers, à des très, très hauts volumes, pour être capable de couper tes coûts. Ça, c'est les très grands joueurs. C'est une catégorie de malt. Puis après ça, quand tu t'en vas avec certaines malteries qui sont un petit peu plus petites, là, tu te retrouves avec des produits qui sont moins des high runners, qui sont mieux adaptés souvent à des produits comme pour la microbrasserie. Fait quand que nous, on développe un produit, de la section au champ, à la production, à l'empochage, l'orge a été acheté en réfléchissant au microbrasseur.
Le produit a été développé en réfléchissant au microbrasseur. Il a été produit en réfléchissant au microbrasseur, puis va être packagé pour la microbrasserie. Fait qu'on a vraiment des produits qui sont réfléchis, bâtis de A à Z pour arriver à un produit pour la microbrasserie. Un exemple relativement simple, si on regarde de manière plus précise, quand nous, on va sélectionner de l'orge avec des niveaux de protéines, on va ajuster nos niveaux de protéines au niveau de la sélection pour avoir un produit qui est plus délicat au niveau organoleptique, qui va être moins cartonné ou un peu... J'essaie de ne pas être péjoratif là, dans la manière que je vais le dire, mais on va avoir un grain qui est plus délicat, qui est souvent un peu plus floral, un peu plus Puis qu'il y a toujours assez de femmes. frais, qui a toujours assez de femmes. C'est jamais un enjeu, les femmes. Fait que c'est ça. Fait que nous, on fait ça comme ça. Puis dans le fond, dans notre gamme de produits, ben, la plupart, effectivement, de nos produits, quand tu regardes, ben, ils ont été développés puis ont des particularités biochimiques qui permettent aux brasseurs, justement, de s'amuser avec ces produits-là. Fait que... on n'est pas dans les produits de commodité. Ouais, j'ai vu... en fait, il y a plein de choses que j'ai adorées pendant ma visite. Il y a deux choses dans ce cadre-là que j'ai trouvé super intéressant. Premièrement, des machines développées juste pour vous autres. Ouais. Ce qui est quand même pas rien. Là. Quand tu t'es rendu, tu te bâtis une usine, tu fais développer des machines pour toi, c'est parce que c'est important. Ouais. Deuxièmement, le labo. J'aime ça les labos, moi. C'est la première chose que tu as dit en voyant le labo. J'aime ça, les labos, moi. J'aime ça, les labos. Mais comme tel un enfant. c'est vraiment le fun d'avoir un aussi grand labo avec de l'espace à travailler puis du monde dédié. Oui, ça, c'est la première chose quand on a parti le projet à Sherbrooke qu'on a fait, c'est partir le labo. Parce qu'on savait qu'on ne pourrait pas développer de produits si on n'était pas capable de faire l'analyse de ces produits-là. Puis essentiellement, tu sais, le contrôle qualité, c'est le contrôle qualité de... Pourquoi Italo-Beauceron? On est en train de voir... Je C'est sais pas, ça, c'est ça le contrôle qualité qu'il est en train de faire. Il est en train de lire, c'est quoi? Il est en train de lire l'étiquette. Est-ce que tu veux l'envoyer au labo? Ouais, un petit test. Non, mais je me demande, Gruppetto, il Pilsner Italo-Beauceron. Fait que là, Italo, je peux le comprendre. Beauceron, J'ai jamais lu. Soit dit en passant, Italo-Beauceron. j'ai pris ce qui traînait dans mon frigo ce matin. Ah, c'est Je parfait. savais qu'on Merci. n'était pas beaucoup. Normalement, je vais acheter de plusieurs brasseries, mais là, ce matin, on est très, très ciboire. Je trouve ça parfait. On ça à Sherbrooke. Ah! Vraiment, ça va. Il y a une thématique. Oui, là. il y a une thématique. Puis tu connais pas du tout Joe, fait que c'est parfait. Jamais. Ouais. On se côtoie jamais. Joe qui? Joe quoi? Joe Blow. Ok. C'est Italo-Beauceron parce que c'est du houblon de jaune noir. Ah! C'était écrit à un moment donné en plein milieu. OK, J'en viens OK, de OK. voir. Voilà. Merci, JP, de cette information. Ok, donc ça n'existe plus. Ça n'existe pas. On boit quelque chose de rare maintenant. Malheureusement. Fait que ça, Ouais. c'est un peu une tristesse, là, de... Tu sais, il y a eu un engouement local, tu sais, puis on en a parlé un petit peu tantôt sur l'achat local, puis souvent, en fait, le consommateur de bière de microbrasserie, quand il rentre dans la brasserie, lui, dans sa tête, tu sais, l'approvisionnement local, la brasserie le fait d'emblée. Fait que pour lui, son geste d'approvisionnement, il assume, souvent le consommateur assume en rentrant dans une microbrasserie que le grain va venir de manière locale, Tout est que le local, houblon vient de manière locale, que la bouffe vient parce que c'est une microbrasserie. C'est pas vrai. Fait que, dans le fond, il y a des brasseries qui font l'effort de faire ce move-là, d'acheter une portion dans un ingrédient qui vient de manière locale, mais il y a quand même encore un bon nombre de brasseries qui, soit c'est pas dans leur philosophie, puis ça peut être correct. T'sais, mettons une brasserie qui focuserait sur faire des bières très, 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 très allemandes, par exemple, qui achèterait son malt allemand, puis ses houblons allemands, puis sa levure en Allemagne, c'est correct. Ouais. Parce que la brasserie s'affiche telle quelle. Ça en va là, ouais. Mais tu sais, c'est plus quand on tombe sous la limite là, où la brasserie fait des posts en affichant, par exemple, ben, tu sais, supporter le local, mais que nous, on sait pertinemment, après avoir discuté avec eux autres, qu'ils vont moins cher parce que c'est ou que ça fait 10 ans qu'ils travaillent avec une malterie allemande, par exemple, fait qu'ils travaillent tout le temps avec le même. Là, j'ai plus de difficultés quand ils essaient de s'afficher comme local. En Mais même temps, s'ils veulent sauver de l'argent, c'est vraiment
Moi, j'ai travaillé avec tes grains quand j'étais brasseur, puis à un moment donné, je travaillais qu'avec tes grains, puis l'enjeu prix n'a jamais été un problème avec une malt. Non, On n'est pas à des années-lumière de différence d'un peu de malt de base d'une grande malterie. non, absolument pas. Puis même dans le vrac, parce qu'on fait du vrac maintenant, on n'est vraiment pas très loin. C'est un choix. Rendu là, tu sais, quand on parle de différence de prix qui mettons, je vais dire, chez le distributeur, c'est 2 piastres sur 45-46 piastres, par exemple. Ouais. On parle en bas de 5 ben, c'est un choix que le brasseur fait de ne pas s'approvisionner local. Mais là, ce qu'on regardait, en fait, c'est parce qu'on regardait les houblons. Fait que je pense que c'est le côté où tu t'en allais, je pense que c'était plus de dire le houblon québécois qui est là, c'est plate parce que la place n'est plus là. Mais jusqu'à la semaine dernière, même pas, j'ai quelqu'un qui... C'était vraiment beau à voir. La personne est comme, je trouve ça cool, c'est local, c'est le fun de découvrir les micros. Puis comme, c'est clair qu'il va y avoir de plus en plus de houblons québécois, en plus dans nos bières. Et moi, de faire comme, ben pas dans les dernières années, là, comme il y en a eu plus qui ont fermé couvert. Puis genre, ah ouais, Le climat dans le houblon n'a pas aidé, tu sais, puis c'est du monde qu'on s'est côtoyé pendant des années, là. Le climat n'a pas aidé, la différence de coût était plus importante que nous autres. Nous, la différence de coût est faible par rapport aux autres mâles. Par contre, au niveau du houblon, il y avait une différence de coût. C'est vrai que le houblon, je connais moins ça, mais au niveau du terroir, de ce que j'avais compris, par exemple, entre un cascade qui venait du Québec ou un cascade qui venait de Californie, disons, il y avait une différence de goût. Mais moi, ma job, tu le sais plus que moi, ma job, c'est le grain, tu sais. Ouais. C'est pas les houblons. Effectivement, Jean-Renoir a fermé, puis Bastien aussi, qui a fermé, qui étaient les deux meilleurs, dans les deux meilleurs producteurs de houblons du Québec. Oui, il y en a eu d'autres aussi, malheureusement, mais tout ça, comme on le disait, et on a tendance peut-être en brasserie à oublier ça, c'est que ces deux ingrédients qui sont majeurs, donc les houblons et les céréales transformées, ce sont des produits agricoles à la base. Donc oui, nous, on est une malterie, etc., mais à la base, c'est des agriculteurs qui font pousser des céréales ou des houblons et malheureusement, eux sont assujettis à Mère Nature et à toutes ces colères. Et on s'entend que ces dernières années, Mère Nature, elle en a eu des colères et elle va en avoir encore. Puis à moins que je sois fou, les houblonnières, c'était eux-mêmes aussi qui récoltaient puis qui retriaient Il n'y ça. avait pas beaucoup qui pelletisaient, mais... Mais je pense que Bastien et Jean-Renoir pellettisaient. Oui. Les deux. En plus de ça, en plus de prendre soin de faire pousser quelque chose qui a un goût ou qui font attention à ça, en plus, il fallait qu'ils prennent le temps de le faire. Fait que j'imagine que la main-d'œuvre ou le temps est doublé à ce moment-là aussi. Je veux dire, il y a tellement de nuances différentes pour scanner. Je ne sais pas, mais c'est sûrement pareil. Le houblon, je sais que c'est vraiment une question de timing. Quand ils recommencent leur récolte, il y a des houblons qui sortent à certaines semaines, puis là, ça chevauche et ça continue. Puis là, ils rentrent dans les champs, puis ils travaillent des 18 heures par jour, genre pendant C'est beaucoup de travail derrière ça. Pendant des semaines et des semaines. Comme la récolte du raisin, par exemple. Ça, c'est la question que j'ai eue. Quand les gens m'ont dit, j'ai posé une question comme une normale. Oui, c'est court. La plupart des gens, c'était comme, OK, mais ils travaillent juste une fois par année? Non. On travaille. Pourquoi tu dis ça? Je veux dire, comme les champs, ils poussent une fois, puis c'est fini. Une fois par année? Non. On travaille à l'année. La façon dont il parlait, c'est pas une fois par année. Là. Puis, je peux te garantir que pour la farine, c'est la même chose. Les gens ne travaillent pas une fois par année. Les moulins, ils roulent à l'année. L'approvisionnement du grain, ça se met dans une technologie récente qu'on appelle des silos. Puis, ça reste là pendant des mois, des fois, voire des années. Puis, les gens travaillent à l'année. Fait que, oui, le grain d'orge, il se récolte une fois par année. Mais après ça, on peut l'entreposer, ce grain-là, puis l'utiliser sur l'année, il n'y a pas de problème. Il y a ça que je trouve intéressant du monde du malt, des céréales, puis d'un autre ampleur, le houblon. Quand on parle d'enjeux locaux, on parle aussi de déménager des trucs d'une place à une autre. T'sais. Transporter du grain, par exemple, d'Allemagne, par bateau, venir jusqu'ici à un centre de distribution, après ça, distribuer à Montréal, après ça, dans ta brasserie, contrairement à dans la même province. T'sais. Puis, surtout quand, je dis principalement, parce que, comme on parlait tantôt, le prix n'est pas très différent. L'enjeu écologique est complètement différent, par contre. T'sais.
ça coûte cher en CO2 faire venir du houblon, pas du houblon, mais du malt d'Allemagne, puis du malt de Belgique, puis du malt même des États-Unis dans une certaine mesure. Tu sais. Oui, puis c'est l'objectif Fou, hein. justement de faire en sorte de donner la possibilité à tous les brasseurs et aux distilleries aussi qui veulent justement travailler à partir de grains, d'avoir un malt disponible localement. Donc la céréale est locale, le malt est local aussi. Puis ça, c'est quand même une fierté. Mais quand on y pense, s'il n'y avait pas toutes ces micro-malteries au Québec, etc., ou les houblonnières, et on vient d'en parler malheureusement, certaines ont fermé, plusieurs, eh bien, on serait obligé d'acheter des céréales d'ailleurs, comme c'est souvent le cas. Mais là, on n'est plus obligé. On a une alternative qui est là et qui est beaucoup plus écologique, qui fait beaucoup plus de sens au niveau de l'environnement, développement durable, etc. On en a parlé. Et ça fait partie de la beauté du projet quand même. C'est vraiment le fun. Puis on en parlait, il y a des spécificités par rapport au grain, et par rapport au profil, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'il est moins bon. Ça ne veut pas dire qu'il a moins de qualité qu'un autre au niveau de la brasserie. C'est juste un peu différent. Et donc ça, c'est quelque chose à faire valoir auprès des brasseurs et en allant plus loin, comme tu le disais, peut-être auprès des consommateurs finaux aussi qui comprennent un petit peu qu'est-ce que ça veut dire local. L'importance Parce que local, c'est une définition très extensible, élastique, qui dépend de chacun un petit peu. Mais c'est ça l'important, c'est des jobs qui sont ici. C'est ça, ça C'est vient Dans les autres, des agriculteurs qui détiennent l'entreprise. Oui, Ça, ça c'est fantastique. C'est différent d'avoir des agriculteurs qui détiennent une entreprise plutôt que, puis je dis ça parce qu'on a des coops agricoles, fait qu'on a peut-être 4300 producteurs qui sont propriétaires de l'entreprise ici, mais si on compare par exemple avec des multinationales qui à la fin de la journée, l'argent, les compagnies, dans le maltage, il y a des compagnies canadiennes, il n'y en a pas beaucoup, là. Fait qu'ils peuvent avoir des installations qui sont au Canada, mais ceux qui sont familiers avec le terme centre de coût, les malteries au Canada, ce sont des centres de coût, ce ne sont pas des centres de profit. Fait que ce que ça veut dire, c'est que c'est souvent, c'est ça, c'est des entreprises qui vont opérer ici, mais qu'à la fin de la journée, l'argent va retourner aux actionnaires qui ne sont pas nécessairement au Canada. T'sais. Puis il y a une beauté d'utiliser le local aussi. En ce moment, aujourd'hui, c'est plus qu'important de encourager. C'est comme Raphaël mentionnait, là, 4300, c'est beaucoup. C'est beaucoup de gens, c'est beaucoup de familles. Il y a beaucoup de travail derrière ça. Puis c'est ça qu'on va faire un peu promouvoir là-dedans, là, de comprendre cette importance. Du travail de première ligne, parce qu'évidemment, même dans une distribution, il peut y avoir plein de travailleurs, mais là, c'est du travail de première ligne. C'est ça. Transformation. Mais c'est-tu quelque chose, toi, mettons, quand tu as commencé ici, t'avais-tu un background déjà en... Pas du tout. Pas du tout dans le monde agricole, brassicole, pas du tout. Je suis un bébé là-dedans, là, puis c'est vraiment le fun parce que je suis tellement entourée d'experts. Là. On a Raphaël, le cofondateur, on a Sylvain, que ça fait super longtemps qu'il est dans l'entreprise. Fait que, tu sais, moi, j'avais Dans l'industrie. Pas dans l'industrie, excusez-moi. Mais tu sais, ça fait On avait tout compris. OK, parfait, c'est bon. Fait que ça fait en sorte que, tu sais, ça peaufine mes connaissances au niveau de tout ça. Puis, tu sais, moi, c'est plus au niveau marketing, communication, mais à la fin de la journée, juste avec la visite d'aujourd'hui, j'en apprends plus à chaque fois que je viens ici. Là, fait que Tu vois des nouveaux angles. Puis ton approche est comment, là quand tu regardes ça? Tu penses à faire connaître eux? Est-ce que ton approche est plus comme le consommateur de bière, le consommateur, le brasseur? J'imagine que tu vas pas juste vendre des grains à des brasseurs, tu vas vendre des grains à d'autres. Oui, on vend des grains dans la distillation, beaucoup. Ouais. On vend aussi des grains dans la farine. Donc, tu sais, dans la farine, c'est sûr qu'il y a des très, très grands fabricants de farine blanche qui vont faire des volumes, puis c'est correct, là, parce qu'à un moment donné, ça en prend aussi du pain blanc. Un club sandwich dans un pain ménage au levain, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux, là. Ben écoute, moi, je préfère mon club sandwich sur un pain blanc, genre ordinaire. Fait que, tu sais, il y a des volumes comme ça, mais il y a aussi des farines qui sont des plus petits producteurs de farine qui vont faire un peu ce que nous on fait, qui vont avoir une attention plus particulière aux détails, aux protéines dans la farine, à la levée de ton pain. Si à la maison vous faites du pain au levain, mais il ne faut pas acheter de la farine tout usage. Il faut aller vers des plus petits moulins qui vont faire des protéines,
justement, des farines plus protéinées avec potentiellement plus de fans. Plus de fans, Puis- ouais. C'est ça, je vais te demander. Voir C'est s'il y ça. a plus de Puis, fans. fait que, tu sais, ça aussi, ça fait partie un peu du retour en arrière, tu sais, d'aller chercher des ingrédients qui sont plus complets un petit peu. Fait que, mais oui, distillerie, brasserie, farine. Puis on a déjà aussi été dans les nutraceutiques à une certaine époque. Fait que, mais nos 3 marchés principaux, c'est vraiment C'est ça. la brasserie, la distillerie et la farine. Fait que cet angle-là, c'est ça, c'est ça que tu regardes? C'est Oui. c'est le À genre de 100%. consommateur que tu vas regarder? Là, dans C'est les- ça, autant le consommateur, puis aussi les autres entreprises aussi là-dedans. Là. Fait que, tu sais, c'est le fun parce qu'on peut voir différentes visions tout en travaillant sur un beau projet. Là, tu sais, aussi avec l'expansion aux États-Unis, Ontario, tu sais, on essaie de se faire une place là-dedans. Puis c'est vraiment intéressant là, de participer à ce projet-là en question. Là. C'est motivant, puis j'aime vraiment ça. Puis il y a beaucoup de choses, on apprend. C'est juste aujourd'hui, la visite, tu sais, c'est tellement beaucoup d'informations, puis c'est tellement un monde. J'en perds les mots. J'ai hâte de voir les réseaux sociaux exploser d'innovation à ce moment-là. C'est ça. Ouais. Là, JP, j'ai encore dans ma tête, ça vient de faire un lien. Là. On vient encore de faire un podcast avec une coop. Qu'est-ce que tu veux dire? Que la majeure partie de mes podcasts coop. T'es là! Oh, JP t'as connaissait de fait, la coop. Techniquement, on n'est pas une coopérative. On Ok. est vraiment une entreprise, mais la détention est faite via des coops. Ah, il y a un lien. Toujours Il y a un un lien quand lien. JP est là. Il y a un lien. Toujours un lien quand JP est là. Dans ton background de brasseur, là, JP, t'arriverais ici, là, tu verrais ça comment? Ou est-ce que toi, de faire une visite comme ça en tant que brasseur, ça va allumer quoi sur quelqu'un qui... Tu sais, oui, mettons, en tant que brasseur, tu fais des recherches sur comment je veux faire ma bière, c'est quoi le grain que je veux, puis tu vas savoir le grain vient d'où, tu vas faire cette recherche-là. Mais quand tu arrives ici, c'est quoi le genre de questions que tu vois de plus en tant que brasseur, venir chercher comme élément en venant faire cette C'est une visite-là? bonne question parce que ça me met dans un cadre où je ne l'ai pas pensé comme ça. C'est pour ça que je suis là. Je sais. Parce que, tu sais, moi, dans ma vie, j'ai visité en premier une usine de traitement d'eau. Après ça, j'ai visité une houblonnière. Après ça, une usine de levure. Puis après ça, une malterie. Fait que tu vois, c'est le même lien, le même rythme qu'on a dit tantôt. Hein. C'est-tu toi des coops? Non, c'est pas. Non, même pas. Comme brasseur, ben, je sais pas. Moi, il y a un truc que je me rappelle très bien, par exemple. Je travaillais dans une brasserie et on avait commencé à travailler avec vos grains. Puis je me souviens que puis ça avait, il me semble que ça struck l'imagination. Là, tu sais, ça avait fait de quoi. Là, tu sais. On avait eu des problèmes, c'était nous autres le problème. Là. On avait des problèmes, on t'avait appelé, tu étais venu, tu nous avais expliqué qu'est-ce qui s'était passé, c'était nous autres le problème, c'est parfait de même. On a changé ça, c'est devenu parfait. Puis, ce service conseil-là, ça vaut de l'or. Ça, c'est clair que ça vaut de l'or. Quand je visite ici, bon, c'est dur de penser il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 25 ans. Je ne sais pas. Là, ce qui m'intéresse, c'est de voir le procédé, puis voir d'où provient la qualité, puis comment c'est transformé, puis quelle attention le producteur Inomalte met dans ses produits. Mais, J'imagine qu'un brasseur va vouloir regarder ça aussi. Tu sais, si, mettons, tu as mentionné l'Albion tantôt. Si l'Albion, il y envoie, tu sais, il veut que le grain vienne de ce coin-là, c'est sûr qu'il doit avoir une idée de comment tu fais le processus ou tout ce c'est quoi procédé-là les plus pour grandes dire... questions que tu as des Ouais, visites j'avoue, que t'as, ouais. tu sais? Ouais. Hey, c'est une maudite bonne question. Ouais. Souvent, on va parler Attends, on de... va poser la question. Ouais, c'est quoi les questions que tu poses? C'est ça. On était supposé avoir un formulaire dessus. Toi, t'étais pas là. Non, Sylvain est là. T'étais là, La plupart des... Merci. Tu sais, Non, je on a souvent... La dernière visite, tu te rappelles-tu à 12h35, il y a quelqu'un qui t'a posé une question. Mais Oui. c'est à peu près toujours les mêmes réflexions. La première, c'est « Ouf, je pensais pas que c'était si compliqué que ça, OK. produire du malt. » Ça, je pense que la première chose, les gens pensent que c'est facile. Après ça, on a beaucoup de questions sur le contrôle qualité. Puis quand on a des questions sur le contrôle qualité, là, la lumière allume sur « Ah, c'est pour ça que tu as différents produits. Okay. Ah, je peux faire ça dans la bière. Ah ouais, OK. » Puis c'est là où est-ce qu'on souvent on va avoir des discussions sur les produits, on va goûter de la bière, où on parle de tout et de rien parce que, tu sais, ça fait combien de temps je suis dans l'industrie? 2014. Ça fait que 12-13 ans. Fait qu'il y a aussi des gens qui viennent visiter que c'est des amis de longue date. Mm-hmm. Fait que
Mais souvent, les questions qui reviennent le plus, c'est au niveau du contrôle qualité puis la différence entre les différents produits. Puis là, les gens réalisent qu'ils peuvent faire ça, ça, ça ou ça dans leur bière. Puis pour le service, oui, on le fait. Là, on va se déplacer puis on va déboguer des brasseries. Puis tu sais, je suis déjà allé déboguer un profil d'eau dans une brasserie là, parce que le client travaillait avec moi puis que il y avait un problème, je me suis déplacé, mais à la fin de la C'était journée, pas à cause des femmes, là. c'était pas à cause des Ok, fans. ok. C'est jamais arrivé de toute ma carrière d'Inomalt qu'un brasseur m'appelle et qu'il J'ai un dise problème de femme. j'ai un problème de femme. En général, tu peux fermenter sans aucun problème, à moins que tu aies maltraité ta levure avant puis que tu l'aies battu à grands coups de barre de fer. Là, mais normalement, tu n'as pas de problème de femme. Je pense que Céline Dion n'aurait pas dit la même chose. mais- Non, c'est ça. Fait que c'est ça, beaucoup de questions sur les produits. Ouais. Puis de réaliser en fait l'opportunité qu'ils ont de pouvoir faire autre chose en brasserie. OK. Fait que ça c'est intéressant. Puis oui, tu sais, le service vient avec le. Tu sais, on a des gens sur le territoire. Le nombre de clients, j'imagine que Sylvain a en ce moment est plus faible que ce qu'il y avait avant, là, je ne sais pas, ou dans les mêmes eaux. Fait que lui couvre le territoire, mais moi aussi je couvre le territoire. Tu sais, puis on a quelqu'un qui couvre seulement que l'Ontario, tu sais. Fait qu'on a des gens qui sont présents aussi, puis on donne service conseil, oui, quand il y a des problèmes, mais on donne service conseil aussi au niveau du développement des recettes ou de la modification des recettes si les gens veulent travailler avec nous autres. Vendredi, il y avait une collaboration pour la bière des femmes à l'affût. Ben, tu sais, je suis allé discuter avec eux autres pour voir le coup arriver, pour être certain que cette journée-là, ça finisse pas en stock match. Les personnes travaillent avec notre marde pour la première ou la deuxième fois. Puis là, ben, il arrive un problème parce que, justement, on n'a pas donné l'information en amont, par exemple. Là, c'était pas le cas, ça a bien été. Là. Ben, de ce que je pense. Là, Oui, ça a bien été. Toute la Fait que journée. Vraiment. Super belle personne. C'était vraiment une chance d'être au milieu de toutes ces brasseuses rassemblées. Là. C'est quand même, on ne va pas se le cacher. Malheureusement, il n'y a pas assez de femmes dans l'industrie. Donc là, c'était vraiment... C'est inspirant de voir autant de femmes, autant motivées par la même passion, veut pas, là. Fait que c'était un beau moment. Puis, tu sais, on a parlé avec beaucoup de gens, là, comme Sylvain te mentionnait, là. Ça a été... c'est ça aussi, beaucoup le service client là-dedans, là, comme Raphaël mentionnait, là, que chaque personne couvre un territoire, là, ça fait en sorte que c'est une belle beauté d'Inomalt, je trouve. Là. On a le service client, on l'a. Là. À quand une conférence dans un congrès sur lire un COA, comprendre un COA? Ça serait pas pire, ça? Oui, ça pourrait être pas pire. Ça fait une couple d'années que je me le fais demander. Le problème, c'est toujours un manque de temps. Préparer une conférence d'une heure, c'est long. Là. 45 minutes, ben là, c'est soudainement acceptable. Fait que souvent, c'est un manque de temps. Est-ce qu'on pourrait le faire cette année? Oui, on pourrait le faire cette année, s'ils nous le demandent. Je ne sais pas si l'organisation... On peut demander à NBA, peut-être. Ou au MBA. Oui. On connaît du monde qui connaît du monde. On connaît du monde qui connaît du monde. Mais à une certaine époque, on faisait un malt masterclass. Fait que les gens qui travaillaient avec nous autres, on donnait des conférences en petits groupes dans des brasseries. Fait que là, on se déplaçait dans un secteur, 10-15 personnes maximum. Puis là, je présentais des choses qui sont en lien avec le grain. Puis la première chose qui rentre en contact avec le grain dans une brasserie, c'est le moulin. On sous-estime le pouvoir du moulin sur le reste des opérations. Le moulin, puis le déplacement du grain à l'intérieur de la brasserie. Fait que 90% des problèmes de malt sont issus du moulin. Puis du fait que ça prend un entretien, là, des brasseries qui roulent vite 2 à 3 fois par année, mais que les gens les font aux 2 à 3 ans. Fait que souvent, ça c'est un enjeu, les moulins. Puis après ça, on parle de toutes les déclinaisons des enjeux liés avec le malt. Oui, on parle du COA, mais on parle d'utilisation du grain, beaucoup d'enzymologie. Parce que une bonne partie du brassage, le brassage va réunir plein de sciences en même temps. Fait que tu as la science, tu as toute l'ingénierie du processus en amont, mais tu as la biochimie puis l'enzymologie qui se passe dans le mash avec l'extraction chimique liquide-solide, où là, tu es juste en train d'extraire des sucres, tu sais, avec la réaction enzymatique. Après ça, tu as la stérilisation, puis tout le volet microbiologique qui est associé à ça.
Puis après ça, encore une fois, l'extraction des huiles, etc. Fait que ça réunit comme plein de choses. Puis le grain a des impacts à plusieurs endroits là-dedans. Bien, de plus en Fait plus, que, on en découvre encore de plus en plus. En fait, de plus en nous, de notre côté, on a des nouvelles levures qui parlent de ça, puis c'est pour ça qu'on en parle plus peut-être, mais le marché en tant que tel, je trouve qu'il en parle beaucoup, des tilleuls, tu sais, puis il y a beaucoup de tilleuls aussi dans certains maltes, tu sais, puis ça a un impact dans ce genre de bière-là aussi, tu sais. C'est fou parce que dans le fond, on recule de 10, 15, 20 ans, le brasseur lambda du Québec ne pensait pas à tilleul, puis il pensait à malte. Tu sais, vraiment pas. On parlait d'acide alpha, acide bêta, Ouais. puis c'était pas mal ça, entre autres au niveau du houblon. Puis tu sais, toutes les apparitions des problèmes de hop creep, tu sais, puis de... Fait que le houblonnage accru amène son lot de problèmes. Mhm. Puis, tu sais, effectivement, si ton travail a été mal fait en amont avec le malt, tu vas finir avec des problèmes de hop creep. Ouais. Parce que ça laisse des sucres complexes. Puis là, il y a des enzymes dans ton blond, parce que ton blond est presque cru, en fait, quand tu le mets là-dedans. Fait que, ouais, puis il y a beaucoup de sciences qui se développent, qui est le fun aussi, de connaissances. Ça fait qu'on a vraiment des brasseurs, en fait, entre le début de ma présence dans l'industrie puis maintenant, on a des brasseurs qui sont beaucoup plus professionnels Mhm. que on avait beaucoup des brasseurs à l'instinct à l'époque. Mhm. Puis on a parlé dernièrement d'un gars qui était à Âme-Nord avec des dames-jambes inversées. Ça dit- C'est vrai, mais... Oui. Puis, tu sais, il y avait des gens comme ça qui étaient des phénomènes qui brassaient beaucoup à l'instinct. Puis là, maintenant, on a vraiment des formations. On a des ingénieurs qui sont maintenant brasseurs. On a des anciens, des gens qui ont étudié en médecine qui sont brasseurs. Fait qu'on a vraiment une belle professionnalisation du marché qui fait qu'à la fin de la journée, la canette qui arrive sur la tablette est meilleure. Là. Mais c'est ça aussi le Québec. Hein? Pas qu'on. Ça n'existe pas ailleurs, mais tu sais, quand on décide d'être pas pire dans quelque chose, on devient très bon au Québec. Puis assez rapidement, merci. Puis dans un large spectre du même domaine. Ouais. C'est impressionnant le Québec pour ça. Moi, quand on parlait, tu sais, puis ça fait des années qu'on a. C'est quoi son nom, le barbu là, qui donne des cours au cégep, qui fait des livres? Attends une minute, j'ai un blanc. C'est un gars avec une barbe qui donne des cours. Sa barbe est-tu de même ou elle-même? Non, elle est très droite, là. Thibault. Martin Thibault, tu parles. Oui. Martin C'est ça, Thibault a elle-même, écrit ça des... veut c'est dire. ça. Elle-même, ça va. Il y a... ouais, C'était ça ma question. Ouais, c'est ça la question. il a écrit Ah des bon, ça livres, parle. puis tout. Puis ça fait plusieurs années qu'on essaie de caractériser c'est quoi l'identité de l'industrie brassicole du Québec. Puis je pense que ce qui caractérise le plus l'identité brassicole du Québec, c'est l'absence de tradition. Exact. Qui fait qu'on a du monde qui vont aller dans le bois chercher du chaga, Mhm. puis qui vont faire une bière au chaga parce que c'est possible de le faire. Puis on va finir par être capable de faire cette bière-là parce qu'on a du monde qui ont développé des expertises plutôt que de répéter une tradition pendant 200 ans. Ouais. Puis c'est tout à notre honneur, là. En effet. Ouais, d'accord avec ça. Moi, je prends le podcast, je fais 2 sections. Ça va être juste une petite. C'est une belle finale pour ça. Puis l'autre section, c'est juste comme quelques petites questions parce que c'est sûr qu'eux, ils doivent avoir des questions pour toi. Fait qu'on va les garder, sa petite autre partie. Fait que merci pour la visite. Merci pour ce moment-là. Ça fait plaisir. Puis là, ben, la tonne à part. Là. Merci beaucoup.